Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, vous êtes à Marseille, membre du Conseil économique, social et environnemental. Avec vous également François Coq, enseignant essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour à vous. Jérôme Ripoul, bonjour, directeur associé de l'agence Confluence. Et vous êtes coprésident d'Opinion Valais. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous. Alors évidemment, l'actualité, c'est ce nouveau Premier ministre, Jean Castex. Qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous de ce remaniement? Emmanuel Macron veut dessiner un nouveau chemin. Est-ce que c'est un changement de cap? Est-ce que ce sera toujours le même cap? On va connaître la composition du gouvernement en fin de matinée, peut-être même pendant l'émission. On va parler de tout ça avec vous. 0826 300 300. Commençons par vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Je vais peut-être commencer. Écoutez. Voilà, c'est Ennio Morricone qui est mort à 91 ans. Vous l'avez entendu dans le flash à l'instant. Il avait composé parmi les plus grandes musiques de films. Donc voilà, un petit hommage en musique. Il était une fois dans l'Ouest. J'imagine que ça vous évoque à tous quelque chose, Ennio Morricone. Le désert, un cheval dans le désert qui court, les westerns, tout ce qu'on aimait, et c'est vrai qu'en plus c'est un très grand talent cette musique. Ouais. La cage aux folles aussi, je ne savais pas, moi je l'ai appris. Vous avez un souvenir les uns et les autres, Ennio Morricone? Surtout au-delà des musiques de films qu'on retient bien évidemment et qu'on a tous en tête, Ennio Morricone c'était aussi un très grand compositeur et un très grand musicien qui avait beaucoup impliqué dans le monde de la musique sur des aspects expérimentaux, électroniques, instrumentaux. Donc c'était un vrai talent et les hommages qui lui sont rendus aujourd'hui sont largement mérités. Et on avait la chance de pouvoir l'entendre en concert symphonique et c'était assez impressionnant. Malheureusement, moi j'avais réservé une fois, il avait annulé et c'est un grand regret parce que c'est un compositeur assez exceptionnel. Et il y a des choses effectivement assez loufoques comme La Cage aux Folles, mais il y a aussi Le Professionnel et d'autres films qui restent absolument, Le Professionnel, il y a des musiques assez incroyables. Jean-Luc, le mélange musique et cinéma a été rénové par Ennio Morricone. C'est quasiment bon, je veux pas parler des autres films où il y avait beaucoup de musique classique qui était évidemment mise en film. Mais là, vraiment, on peut y aller parce qu'il n'y a pas que des westerns. Hein. Si vous regardez bien, il y a aussi d'autres films. Je pense que, en tout cas pour ma génération, c'était une surprise tout à fait sympathique. Pas la mort de Morricone. Non, Dominique nous dit le temps du vrai cinéma avec des musiques magnifiques. C'est vrai que ça a apporté beaucoup aux images de ce cinéma. Allez, on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule, ou en tout cas ce qui a retenu. Parfois, ce sont juste des choses qui vous ont qui ont retenu l'attention. François Coq, c'est à propos de ce rapport des pompiers de Paris. Oui, c'est le rapport de la Fédération nationale des pompiers, oui, mais c'était dans le Parisien hier. Voilà, exactement. Et bon, c'est un rapport sur ce qu'on appelle un retour d'expérience par rapport à la crise du Covid. Alors bien sûr, il y a des critiques, souvent acerbes, et je ne me cache pas que ces critiques sont souvent faites sur le fond de la rivalité qui existe, la rivalité professionnelle d'une certaine façon, entre services d'urgence et entre le SAMU et les pompiers. Ceci étant, ce rapport fait son travail. Autrement dit, il critique ce qu'il a pu voir qui n'a pas bien fonctionné, notamment la critique des ARS, le sous-emploi des pompiers, le renvoi sur le 15, qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une saturation de ce numéro et que les pompiers n'ont pas pu traiter des cas non-Covid, et ça a sans doute généré des décès. Les préfets qui ont été court-circuités, les transferts de patients qui sont remis en question, et puis ce rapport propose des pistes. Bon, bref, ce rapport qui a été transmis au ministère de l'Intérieur est un rapport naturel, légitime, qui participe de cet exercice qu'on devrait tous faire au sortir de cette crise. Et moi, j'ai vu une levée de bouclier, finalement, quand ce rapport a été publié, comme si on ne voulait pas tirer les leçons de la crise, comme si on devait tous se ranger derrière ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de sa dernière intervention télévisée, quand il nous a dit « La France a été frappée
plus vite, plus tôt et plus fort que les autres pays. Et donc, fin de l'histoire, cette crise était inédite. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je vois une résurgence aujourd'hui du virus un peu partout dans le monde. L'OMS nous met à nouveau en garde. Et si on n'est pas capable de tirer à chaud aujourd'hui les premiers enseignements et de les mettre en discussion, eh bien finalement, le politique va encore se substituer à l'intérêt sanitaire et à l'intérêt général du pays. Et on court au-devant de grandes catastrophes. Donc voilà, moi, ce coup de gueule, c'est plus sur cette réaction que je trouve finalement assez politicienne et corporatiste de certains, de ne pas vouloir que la lumière soit totalement... Des médecins du SAMU, effectivement, alors que les médecins généralistes, eux, sont tout à fait d'accord avec ce rapport. On y apprend que ces transports en train, c'était de la com, c'est ce que disent les pompiers. Alors évidemment, j'ai entendu certains médecins du SAMU s'insurger contre cela, sauf qu'il y avait des cliniques privées qui étaient vides, qui avaient de la place et qu'on ne les a pas accueillies. Oui, mais c'est vrai, Valérie, mais je suis d'accord avec ce constat, mais pour les pompiers bien sûr, mais je crois que le sujet n'est même plus de taper sur Macron, le sujet est de se dire que la conclusion, parce qu'on dit c'est de la com, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est la faillite. Cette épidémie a mis en valeur la faillite d'un monstre technocratique. Je l'ai cité ici, Valérie l'a rappelé. Oui, mais vous pouvez le refaire si vous les avez sous les yeux. Je l'ai pas sous les yeux, mais il y avait 25, parce que je m'en souviens plus, mais 25 entités qui travaillaient là-dessus. Personne ne se coordonnait. C'est la faillite du système médical dans l'organisation de l'hôpital, dans la coordination, dans l'incapacité, quand je pense encore, enfin je le répète, mais qu'on pouvait acheter les masques dans les bureaux de tabac et pas dans les pharmacies, etc. Donc ça a dysfonctionné partout. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que je trouve que on n'en parle pas vraiment de ce type de dysfonctionnement-là. Oui, je suis d'accord, le virus, c'est pas fini, mais oui, il faut en tirer les conclusions immédiates, mais c'est bien plus grave que ça. Il faut réformer la France. Et ce Premier ministre, on a beau dire que les territoires, etc., il a un objectif numéro un, c'est c'est pas manager la France, ça marche pas. C'est une boîte qui dysfonctionne. On va en reparler, mais effectivement, il y a à peu près 10 agences ou 18 agences de santé différentes. 18, et moi, je ne décolère pas contre les propos de Roselyne Bachelot qui a maltraité, qui a été vraiment enfin, c'est ce qu'elle a dit est indigne à propos des médecins. Je suis d'accord. Ils ont attendu, ils attendaient qu'on leur livre les masques. Elle a dérapé. Elle était maquillée comme pour un... Pardon, je vais faire du délit de sale gueule. Elle a dérapé complètement et en plus, elle a quand même, dans cette histoire, une position qui est pour le moins bizarre parce que, excusez-moi, mais quand elle a pris le problématique de la grippe H1N1, elle a tout fait et elle a tout centralisé. Donc, on voyait bien que là, on était dans un État qui a porté, alors certes, qui a été peut-être... C'est vrai, mais il y a longtemps. Oui, mais d'accord, mais on ne découvre pas, quand on est Roselyne Bachelot, que la décentralisation, ça peut compter. Donc, je trouve qu'après attaquer les médecins en disant, vous n'avez pas constitué des structures, c'est absolument ridicule, et de la part d'une pharmacienne de surcroît, qui sait très bien que même les pharmaciens eux-mêmes ne pouvaient pas constituer des structures. Ne pouvaient pas, ni n'avaient pas le droit de les vendre, Jean-Luc Benamias. Pour Roselyne, à revenir de manière aussi forte à la une de l'actualité, par rapport à tout ce qu'elle avait vécu, voilà, ça donne des erreurs au bout d'un certain temps, parce qu'elle s'est sentie totalement réestimée dans l'opinion publique en général et politique en particulier. Mais je reviens sur les pompiers. N'oublions jamais que les pompiers sont dans un conflit. L'ensemble des fédérations de pompiers, syndicales et corporatistes, sont dans un conflit avec l'État par rapport à leur reconnaissance et la reconnaissance de leur travail, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et donc on est là-dedans. Et ils ont simplement exprimé dans ce rapport toutes les complexités dans lesquelles ils étaient et le fait qu'on n'ait pas suffisamment pris en compte leur professionnalisme, qui est, comme chacun sait, absolument total. Voilà, il y a à prendre et à laisser forcément dans tout rapport de ce genre. On voit bien qu'il y a quelques petites vengeances internes, mais il est vrai que quand ils dénoncent le fait, on a tous vu ça. Je ne veux pas revenir, mais l'hôpital de campagne mis par les militaires, combien de temps cet hôpital de campagne a servi ? Je crois 8 jours, 10 jours, pas beaucoup plus. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas
à la hauteur de ce que pouvait faire notamment l'ensemble des compagnies. Il y a une commission d'enquête qui va déterminer. Il y a des plaintes aussi, je crois. Oui, il y a plein de plaintes. Ça va pas être enterré, je ne crois pas. Je pense que François a raison. Il est hors de question d'enterrer un épisode comme celui-ci. Il faut en tirer les conséquences. Tirer les conséquences, mais pas en portant plainte. Commençons par nous réformer. On est incapable de se réformer. C'est fait, c'est comme ça. Il y a des plaintes. Il y a des responsabilités. Ça va permettre de planquer la réforme. Non, parce que la commission d'enquête, elle est aussi faite pour éclaircir les choses et voir ce qui a dysfonctionné, et les plaintes également. Sophie, c'est un coup de gueule ce matin. C'est un coup de cœur d'abord, avant le coup de gueule. Le coup de cœur, il est pour la gendarmerie et il est pour Mélanie, qui est une gendarme de 25 ans qui a été fauchée lors d'un contrôle. J'ai une immense admiration pour la gendarmerie et les gendarmes qui ont le secret militaire, le devoir ancré en eux. Un sens moral, et je voudrais donner un grand coup de chapeau à toute la gendarmerie. C'est pas du tout pour ça que je l'oppose à la police, mais ce que je trouve en plus, alors ça c'est vraiment un coup de cœur, et le coup de gueule, c'est que heureusement qu'il y a Teddy Riner qui ce matin a dit qu'il rendait un hommage. Elle s'est passée mais presque inaperçue. Je veux dire que imaginons qu'on ait renversé un jeune de banlieue, excusez-moi, il y aurait toutes les banlieues embrasées, des manifestations, des violences, et là voilà, c'est une gendarme dans l'exercice de son métier. Personne ne fait quelque chose à la hauteur des violences qu'on peut faire contre les policiers quand il y a par hasard un dérapage, parce que c'est bien heureusement par hasard et c'est pas régulier. Donc c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. C'est pas par hasard, c'est volontaire. Sophie, c'est quand même deux choses différentes. Non, je dis pas ça. Quand par hasard il y a un accident des forces de police, c'est pas ça ce que je disais. Je disais que quand les forces de police. Oui, enfin, elle a été assassinée, pardon. Les forces de police font face à des délinquants. Voilà. Oui, mais enfin là, très clairement, elle a été assassinée. Enfin, très clairement. Non, mais absolument. Ce que je veux dire, c'est la différence de traitement de l'information est honteuse. Pourquoi ? Mais je pense que vous faites une comparaison qui est pas la bonne. Il y a une gendarme qui est dans l'exercice de son métier. On sait que les gendarmes et les forces de l'ordre font face à des gens qui sont dangereux. On est d'accord. Elle est morte dans l'exercice de son métier. C'est une représentante de l'État et elle a droit à toute notre estime et à tout notre soutien. Après, il y a des dérapages policiers qui peuvent exister et ça, c'est autre chose. Je suis d'accord. Je dis la même chose. Qu'il y ait une réaction effectivement, j'allais dire spontanée dans certaines bavures policières. Ok, mais je pense qu'il n'y a pas à opposer l'un à l'autre. Je ne pose pas vraiment, je dis que... Non, mais c'est la réaction, je pense que ce que voulait exprimer Sophie, c'est-à-dire que c'est quand même un assassinat abject de quelqu'un qui l'a volontairement fauché. Elle a eu, il faut le dire, et pardon d'être cru, mais les jambes arrachées. Donc vous imaginez la violence avec laquelle ce type lui a foncé dessus. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup non plus, je suis d'accord dans ce sens-là avec Sophie, de voix pour dénoncer une certaine forme de délinquance. Voilà. Mais effectivement, Valérie, oui. C'est pas la première, malheureusement. Il y a eu ça aussi il y a quelques semaines où quelqu'un avait écrasé entre deux voitures et sur une moto c'était un policier, je crois pas un gendarme. J'ai bien vu dans la classe politique en général et en particulier des protestations généralisées quand même sur le côté. Oui. Sur les réseaux aussi, il y a me semble-t-il, quand même par rapport à cela, parce que c'est atroce, c'est horrible, tout le monde est d'accord, c'est ignoble. Il y a des fous sur Terre et on voilà encore un. Voilà, il y a des malades. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue à commenter l'actualité. On a beaucoup commenté, mais on continuera. Je n'oubliez pas ceux qui n'ont pas encore donné leur coup de gueule. À tout de suite. De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, Jean-Luc Benamias. Vous ne nous étonnez pas avec le sujet qui a retenu votre attention. C'est Marseille et l'élection, évidemment, enfin pas évidemment, justement, l'élection compliquée de Madame Rubirola. Oui. 40 ans de ferro-godinisme, 40 ans de politique à l'ancienne à Marseille, il n'y a pas eu que du mauvais forcément, mais enfin 40 ans pour mettre en place à la mairie de Marseille de manière un peu longue, un peu marseillaise, Michèle Rubirola, une femme médecin qui inconnue au-delà de Marseille. Je trouve ça génial parce que réellement changer à un moment donné
dans une ville comme Marseille, mais ce n'est pas valable que sur Marseille, une grande partie de l'ancienne classe politique, c'est bien. Et je pense sérieusement qu'il y a de quoi faire, même si Marseille est une ville extrêmement pauvre, et on le verra très vite, et on le sait, par rapport au logement, par rapport aux écoles, il y a des demandes de moyens absolument considérables. Mais voilà, changer de classe politique, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui n'ont pas d'expérience, je trouve ça, pour une ville comme Marseille, absolument extraordinaire. Donc vous êtes content de cette élection tout le monde peut voir pour qui j'ai voté, mais ça, il n'y a pas de surprise. Ouais, un petit mot sur cette élection qui a quand même été plus que compliquée avec Samia Ghali en arbitre. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle effectivement, et en plus avec une Michèle Rubirola qui n'a pas cédé, qui a pas de quand Samia Ghali a semblé vouloir faire du chantage, elle a résisté, et je trouve que c'est un bon signal qu'elle a donné parce qu'elle est arrivée à ses objectifs avec son équipe sans passer par les vieilles recettes politicardes qu'on peut connaître, et c'est tout à son honneur. Moi je lui donne un crédit tout à fait fort, et j'espère qu'elle va changer les choses à Marseille. Moi je trouve assez lamentable justement ce système d'élection politicard dans les grandes villes qui fait que vous pouvez d'ailleurs... oui. Non mais franchement, Paris, etc. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir plus de voix que la candidate qui sera maire. Et je trouve... Ah non, c'est elle qui en avait le plus. Hein. Pardon? Oui, on est d'accord. Je ne parle pas de Marseille. Hein. Oui, on est d'accord. Oui, c'est le système politique que je trouve, d'élection que je trouve inadapté, qu'il faut changer. La loi François Coq, sur ce système? Ouais, je pensais sur l'élection de Michèle Rubirola. Mais je suis d'accord avec Sophie de Menton en l'espèce, parce que on a un problème quand même aujourd'hui. Notable, François. Le choix des citoyens peut être remis en question derrière par des jeux, des arbitrages d'appareils. Je crois que le spectacle qui a été donné samedi à Marseille ne grandit pas les pratiques démocratiques. Très honnêtement, remettre l'arbitrage de ce vote dans les mains de Samia Ghali, dont on connaît tout l'arribisme politique et toutes les pratiques qui sont les siennes, ça veut dire qu'à un moment, les citoyennes et les citoyens ont été en partie dessaisis de ce vote. Alors moi, je suis content du résultat qui est celui qui a été obtenu, mais je ne suis pas content de la manière dont ça s'est passé, parce que les citoyens ont été boués à un moment donné de celles et ceux pour qui ils ont d'abord voté. Et ça peut conduire très loin, ça peut conduire jusqu'à ce qu'on a vu beaucoup plus au nord, à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, où au sein d'une même liste, il y a eu un candidat qui s'est présenté contre celui qui devait être élu maire et pour qui les gens avaient voté, et qui a conduit donc à l'élection. Ce n'était pas a priori prévu pour ça. Donc il y a un problème aujourd'hui dans ce système, et je crois que si on veut continuer à faire déserter les gens de la vie démocratique, il y avait déjà... Absolument. Oui, je fais juste une remarque. Hein. Le système que vous évoquez, c'est vraiment particulier à Paris, Lyon, Marseille, et c'est effectivement, Jean-Luc le rappelait, c'est Gaston Defferre qui a mis cette loi en place. Et donc le système de Ferro-Godiniste, effectivement, il est là. Et puis deuxièmement, il peut y avoir cet épisode que vous évoquez en région parisienne, mais c'est exceptionnel que dans une liste qui vient d'être élue avec un représentant de tête de file, on le switch. Donc j'allais dire, c'est quand même pas courant. C'est exceptionnel. De plus en plus. Personne n'a été volé de la victoire à Marseille, puisque le nombre de voix... Non, mais ça aurait pu se produire. Ça aurait pu se produire, Jean-Luc. Bien sûr que si. Non, pas dans les cas d'école. Vous pouvez regarder tous les cas d'école. Il y aurait eu une grande crise politique sur Marseille. Ça aurait été une fois de plus. Mais ça ne pouvait pas se produire, justement. Parce qu'à un moment donné, le changement était tellement total sur cette ville qu'on aurait été... Alors, heureusement, ça s'est terminé samedi. Ça a été un peu long, ça a été un peu cafouilleux. Il y a évidemment, comme le dit François, des choses qui sont très politiciennes. D'ailleurs, tout ça, c'est une évidence. Mais je crois que tout le monde s'y retrouve. Bon, maintenant, il faut qu'ils se mettent au boulot, et ça va pas être facile. On va parler de notre nouveau Premier ministre, et vous allez commencer dans un instant, Jérôme Ripoul. Moi, je voulais juste me dire qu'on va sûrement s'amuser avec le maire de Grenoble, qui était déjà là, Éric Piolle, et relever cette petite phrase à propos de la 5G. Il a dit: la 5G, c'est pour regarder du porno sur votre téléphone, même quand vous êtes dans l'ascenseur en HD. Voilà à quoi se résume la 5G pour le maire de Grenoble. Donc je pense que ça nous promet des choses plutôt amusantes. Vous l'aviez vu passer, cette phrase ?
Non. Non, je n'avais pas vu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'art de faire parler de lui que de résoudre un problème en disant ça. Mais bon. Sur la 5G. Alors allez-y, Jérôme Ripoul. Donc, oui, alors moi j'ai un coup de gueule qui ne vous étonnera pas vu mon accent et un coup de gueule que j'ai plaisir en plus à faire passer sur Sud Radio, parce que Sud Radio, c'est aussi la radio des accents. C'est ce phénomène de glottophobie, voilà. C'est la phobie des accents, et je trouve lamentable que beaucoup de commentateurs politiques s'attaquent à l'accent du nouveau Premier ministre, parce que si vraiment il y a un point sur lequel il ne faut pas l'attaquer, c'est cet accent. D'une part, ça prouve que c'est quelqu'un qui appartient aux élites et qui n'a pas changé son accent, bien qu'il ait intégré ce corps. D'autre part, l'accent parisien, c'est parlé par 2 millions de personnes au maximum, parce que déjà en région Île-de-France, on ne parle plus l'accent pointu. Et d'autre part, que je sache, les tests de QI n'intègrent pas l'accent pour vérifier si on est intelligent ou pas. Donc vraiment, stop avec ça. C'est le retour des accents. À Marseille, Rubirola a son accent. Humic à Bordeaux a son accent basque. Et donc, je pense qu'on va se retrouver et voir que la France a plus d'accent que celui de Paris. Est-ce qu'on s'est vraiment moqué de lui? Oui, beaucoup sur les réseaux. Ah oui, oui, ça, il y a eu. Il y a eu beaucoup de moqueries, oui. Alors, parlons de ce nouveau. Je n'ai pas senti le Premier ministre avec un quelque accent que ce soit. Vous auriez pu, François Coq, avoir le même, absolument. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de ce nouveau Premier ministre, Jean Castex. Que va-t-il changer? Qu'en attendez-vous? Est-ce que c'est un bon choix? Vous le connaissiez? Dans le Sud-Ouest, oui. Beaucoup le connaissaient. C'était le maire de Prades. Mais on va en parler, puis on va parler de ce nouveau chemin que veut prendre Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble et on commente l'actualité. Nous parlons donc de notre nouveau Premier ministre qui est Jean Castex, qui n'était pas connu d'une très grande partie des Français. Un de nos auditeurs, ancien journaliste, me dit, je l'ai interviewé à plusieurs reprises et je peux dire que c'était quelqu'un d'extrêmement... je peux témoigner de sa grande gentillesse et de son goût du contact. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention déjà depuis au journal de 20h, et que pensez-vous de cette nomination? Je ne sais pas qui veut commencer, Sophie de Menton. Alors, oui, sa première intervention m'a déçue, mais tout simplement parce que, d'abord, j'aimais bien l'ancien Premier ministre qui avait un certain charme, etc. C'est une intervention très difficile avec des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Donc j'étais un peu déçue, mais ça ne veut rien dire. C'est à titre personnel, ce n'est pas un jugement politique. En revanche, j'ai été satisfaite que sa première visite, sa premier déplacement, la première chose qu'il ait faite, c'est visiter une entreprise. Et en plus, une PME. J'ai trouvé ça symbolique. J'ai été également satisfaite qu'il se rende dans un commissariat hier soir après avoir vu le président de la République. J'ai l'impression que c'est un type qui est parti sur des chapeaux de roue. Donc je vous donne que des impressions parce que je ne peux pas juger. J'ai un peu été directement en contact avec lui au moment du déconfinement auparavant pour essayer de faire accélérer les choses. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu... ça peut être une bonne surprise. En même temps, c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression que le président de la République avait choisi un très bon directeur de cabinet parce qu'il n'était pas connu, etc. Ça a l'air réfléchi d'un point de vue politique parce qu'on l'a dit, même l'accent, c'est signifiant. Ça veut peut-être dire qu'on va redonner du pouvoir au territoire. C'est un organisateur, donc c'est un type qui sait faire. Et il est politique sans lettres, il a prononcé des mots qui plaisent à tous les Français, les valeurs, l'autorité, le respect. Sophie, je vous interromps parce qu'il y a un petit bruit chez vous, donc on va essayer de régler ça. Non, c'est pas chez moi. C'est le collier, Sophie. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Heureusement que Jérôme Ripoul est bien attentif. vu, Jérôme. Ah oui, je suis attentif à la prestation de Sophie. Alors, Jérôme. Oui, alors, moi, je vais être d'une grande franchise avec vous. Je connais Jean Castex, il est de mon département et c'est quelqu'un avec lequel j'ai de bonnes relations, même si on ne partage pas toutes les idées politiques. C'est quelqu'un qui, dans notre département, a fait un travail de terrain extrêmement fort, qui est assez peu politisé, je dirais. C'est-à-dire il s'est défini comme gaulliste social. Oui.
Il y a aussi chez lui, il est du Gers, il y a aussi peut-être chez lui un peu de courant radical socialisme, mais pas de mollesse. Ça ne sera pas un collaborateur. Je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions très très fortes et qui, sans se heurter au président de la République, parce qu'il y a quand même une prééminence, va avoir des idées marquées, et notamment sur le social. C'est quand même quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la haute fonction publique et qui connaît bien le secteur de la santé, où il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je l'attends sur ce secteur-là. Et puis sur la décentralisation. Oui, ça c'est clair. Il faut qu'il soit très présent sur les Deux choses, Valérie. Oui, Jean-Luc Benamias. La première, c'est qu'il est déjà mis de côté dès sa première prise de parole. Il dit « je vais m'exprimer devant l'Assemblée nationale ». Et le président de la République lui dit « non, tu parleras après moi », qui n'est pas génial vraiment comme démarrage. Deuxième chose, moi je veux bien qu'on se réfère au gaullisme social, mais à qui parle-t-on ? Je suis d'accord. Je sais ce que c'est que le gaullisme social. Je me rappelle de Jacques Chaban-Delmas, c'est bon, tout va bien. Mais combien on est en France les moins de 50 ans par rapport à ça. Donc voilà. Alors après, tout le monde le dit, j'ai entendu, moi je ne le connais pas, Jean Castex, mais tout le monde le dit, il s'occupait des Jeux Olympiques de 2024, il s'occupait de ceci et de cela. Une grande partie des gens disent homme charmant qui sait écouter. Sauf dans les professions de santé, ça ne vous a pas échappé non plus. Ou par rapport au panel de la santé, je termine. Attendez. Mais le plus important de ce que je... Pardon. Oui. Je te laisse parler, vas-y. Pelou a été... Laissez terminer. Je suis dit, le plus important, c'est vraiment... Patrick Pelou n'est pas forcément une référence dans le monde de la santé. Donc, mais on est d'accord. Il n'y a pas que Patrick Pelou qui a dit ça. Donc je termine en disant, le plus important, c'est qu'effectivement, on a encore un Premier ministre dans cette fin de Ve République qui est mis de côté à chaque fois, et parce que c'est le président qui décide de tout. Mais effectivement, c'est la principale critique qui a été faite à propos de Jean Castex, de dire qu'il serait un collaborateur. Il a répondu « Quand vous aurez appris à me connaître, vous verrez que ma personnalité n'est pas soluble dans le terme collaborateur. » Voilà, et un des membres du gouvernement a dit « Ce n'est pas un souple, il ne faut pas se laisser avoir par ses rondeurs méridionales. » François Coq, vous en pensez quoi ? La nomination de Jean Castex est à la fois risquée, idéologique et politicienne. D'abord, elle est risquée parce que c'était le monsieur déconfinement, comme on a dit. Moi, je note que le déconfinement n'est pas aujourd'hui terminé. On est dans un moment d'instabilité du côté de la crise sanitaire. Jean Castex lui-même avait dit qu'en tant que monsieur déconfinement, il fallait éventuellement se préparer à un reconfinement, et on voit que les choses bougent dans les pays autour de nous, et peut-être même un petit peu dans notre pays. Donc il ne faudrait pas nous refaire une Buzyn, c'est-à-dire enlever les gens au moment où la crise ou des situations compliquées sont devant nous. Ça, c'est pour la partie risquée. La partie idéologique, c'est que moi, je n'oublie pas que M. Castex a été auditeur de la Cour des comptes, qu'il a été président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, et que finalement, ce monsieur est l'un des applicateurs de l'austérité dans notre pays depuis des années, et que d'ailleurs, il a été mis à Matignon pour cela. Et il n'y a qu'à voir quelle est sa première déclaration lorsqu'il dit qu'il va remettre la question des retraites sur le métier. Et puis, toujours de manière idéologique, M. Castex, sur la question de la santé que nous évoquions il y a un instant, était directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé entre 2005 et 2007. Et je suis désolé de dire que c'est le moment où la notion d'objectif à l'hôpital a été posée, où il y a eu la question de la rationalisation des coûts qui a été mise en place et qui a débouché sur la tarification à l'activité, qui a conduit à mettre l'hôpital en tension tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons connues ces dernières semaines. Donc, il y a là aujourd'hui un problème de fond et idéologique qui est posé. Et puis, il y a une question politicienne qui a été mise en avant par Emmanuel Macron. D'abord, Emmanuel Macron continue son OPA sur la droite, très clairement, avec le profil qui est celui de Jean Castex. Et puis, je pense que le fait que Jean Castex soit aussi maire de Prades et issu des Pyrénées-Orientales n'était pas sans plaire au président de la République, qui voit une façon de rejouer par avance pour compléter et pour installer le tableau pour 2022 d'un duel entre lui et son camp et le Rassemblement national. Voilà, je crois qu'on part sur de bien mauvaises bases avec M. Castex. Il a du pain sur la planche, mais je ne suis pas sûr que les décisions qui ont prévalu à sa nomination soient guidées par l'intérêt général et du plus grand nombre.
Oui. Bon, ben voilà, comme ça il a un constat. Moi, je pense que le flingué, il a même pas dit 3 mots, que c'est un peu dur. Il y a beaucoup à dire sur l'hôpital et effectivement le moment où on a voulu rationaliser et que ce soit rentable, parce qu'on se trompe indéfiniment. Je pense que il fallait effectivement manager l'administratif et mettre tout l'argent et tout sur les soins et les personnes, ça oui. Et donc quand on parle de rationalisation et de management, on se trompe et je crois qu'il faut faire ça. On le répète, 34% d'administratif à l'hôpital contre 14% en Allemagne. Donc moi j'ai envie d'y croire parce qu'il faut absolument que ce pays sorte de l'ornière. Je n'entends pas en revanche, et je reviendrai là-dessus inlassablement, sur la réforme du pays, cette technostructure qui nous bouffe aussi bien financièrement, qui enlève toute initiative, qui ne fait pas confiance, parce que c'est extraordinaire, on nous dit d'avoir confiance. Non, il faut que le politique fasse confiance à la société civile, qu'il fasse confiance à ceux qui s'y connaissent, aux hôpitaux qui doivent s'organiser, qui doivent faire confiance aux entreprises. Ce n'est pas le cas. Donc j'attends ça avec impatience, mais je n'ai pas du tout envie de le flinguer, j'ai envie d'y croire. Oui. Jérôme Ripoul. Oui, alors moi je reviens sur une chose. Premièrement, sur le côté collaborateur. C'est exactement ce qu'on avait dit quand Édouard Philippe est arrivé. On a dit, il est diaphane, il va être bouffé, etc. Mais pas du tout. Après, maintenant, tu as raison, il y a politiquement, moi je rajouterai un élément, c'est sans doute que le président de la République a cherché à gagner un petit peu de lumière en enlevant à Matignon quelqu'un qui en prenait beaucoup. Mais cela étant, vous trompez pas, c'est pas un demi-caractère que celui de Jean Castex. Deuxièmement, je pense que c'est un homme de paradoxe. C'est un rural et c'est quelqu'un qui est passé par l'ENA. C'est quelqu'un qui est haut fonctionnaire et c'est quelqu'un qui est élu local. Élu local, il a vu la difficulté à faire venir dans une ville de 6 000 habitants des entreprises, à gérer l'associatif, etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très au fait des paradoxes. Et c'est quelqu'un, je veux dire, qui n'est pas du tout un idéologue. Ça, c'est un élément très très fort. Sur la réforme des retraites, je pense que c'est un peu le pavé qu'il y avait dans l'ancien chemin d'Emmanuel Macron qui remet dans son nouveau chemin et que c'est un petit peu la feuille de route que lui a donnée Emmanuel Macron et que ça c'est sacrément casse-gueule, c'est vrai. Mais cela étant, est-ce que cette réforme des retraites on pouvait s'en passer? Est-ce qu'on peut continuer? Je ne sais pas quelle s'en passer. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. Mais ce que je sais, c'est que la repousser, c'est quand même mettre en péril l'intégralité du système. Et à ce titre-là, moi, ça m'inquiète. Après, qu'est-ce qu'il va en faire? J'en sais rien. S'il reprend les mêmes fondamentaux que ceux de la précédente pourquoi avoir changé de Premier ministre? Il a fait l'inverse, en tout cas, de ce que l'opinion publique semblait souhaiter, c'est-à-dire que les gens étaient très attachés à Édouard Philippe. La question est qui est parti? Ou est-ce que Édouard Philippe est parti parce qu'il ne voulait peut-être pas affronter ce qui va se passer au mois de septembre? Ou est-ce que c'est le président de la République qui a voulu s'en séparer? Mais c'est vrai que pourquoi changer Édouard Philippe pour refaire un peu pour garder le même cap finalement? Je crois qu'il y a des deux. Je crois qu'ils se supportaient difficilement, que c'est vrai que finalement, dans le couple, le libéral était Macron, que c'est Macron qui voulait déconfiner plus vite, que c'est Macron qui voulait faire avancer les choses. Je crois que Édouard Philippe est un très bon communicant, finalement, et qu'on a cru... Moi, j'ai cru un petit peu que c'était autre chose. Or, je crois que c'est aussi, entre guillemets, un technocrate et qu'il n'était pas d'accord. Il s'est accroché à ses 80 km/h. Macron n'était pas d'accord. Donc, c'est plus compliqué que ça. Peut-être que le président lui a demandé d'aller dans ce sens en faisant telle et telle chose et qu'il a dit non. Je crois que c'est un échange. Un Premier ministre de la Ve République, et c'est très intelligent de la part d'Édouard Philippe, faut qu'il s'en aille à temps. Manuel Valls le savait, il aurait dû le faire. Il y a eu des attentats, il ne l'a pas fait parce qu'il était responsable par rapport à ça. Je ne parle pas du reste de Manuel Valls, je parle de la période. À un moment donné, dans la Ve République, le Premier ministre, il faut qu'il s'en aille. Il a fait, en gros, le job. Pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec, mais il a fait le job. Voilà. Moi, je ne tire pas de grandes conclusions. Je suis d'accord sur le fait que M. Castex, il n'a pas l'air comme ça, mais tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tous ceux qui ont travaillé avec lui dans la dernière période savent que c'est un homme qui a quelques idées et qui les défend fortement. Après, on verra bien. Moi, je pense que la réforme des retraites, par exemple, que ce soit le MEDEF
Force ouvrière ou la CFDT, entre autres, disent tous « Oh, on fait une pause, arrêtons, doucement, la France est suffisamment dans une situation de non-apaisement, on fait une pause ». Je ne sais pas comment Jean Castex va s'en tirer par rapport à ça, mais la pause, pour moi, elle est absolument obligatoire, voire l'annulation, parce que le système des retraites ne va pas si mal que ça, qu'on en rediscute par rapport à un certain nombre de choses, par rapport au financement pour 2030-2040, mais remettre la France dans la rue dès début septembre, il y aura déjà suffisamment d'autres sujets pour pas... on pourrait imaginer quand même que la France n'aille pas dans la rue dès qu'on parle des retraites, ça devient insupportable. Ouais. Non, mais c'est la réalité. Et Jean-Luc, il y a juste un point sur ce que vous venez de dire qui est intéressant, c'est que justement le système ne va... Juste un seul. Mais qui va à l'encontre de la réalité, c'est que le système ne va pas bien. C'est-à-dire que tout notre système de retraite, je parle de la CNAM, je parle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, je parle du système Agirc-Arrco, etc. Aujourd'hui, il a été impacté directement par la crise. Moins de d'accord, ok, merci. Beaucoup de chômeurs. Oui, non, mais ça veut dire que là, on va avoir à gérer dans les mois qui viennent une problématique de cotisation. Notre système, il ne repose pas sur de la capitalisation. Hein. On est d'accord, merci. C'est ce que les actifs amènent chaque mois qui permet de financer les retraites. Or, si on a 1 million de chômeurs, voire plus, sur le marché du travail, ça risque d'être très très compliqué. Donc, après, je dis pas que la réforme sera bonne, mais je dis il faut y réfléchir et la faire. Telle qu'elle était partie, elle était mauvaise. Elle est très mauvaise, on est d'accord. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. Les ministres qui vont partir, on les connaît à peu près. Ceux qui vont arriver, on ne va pas forcément faire de spéculation, mais est-ce qu'il va renverser la table? On y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui sera dans tous ses états et en pleine forme, j'en suis certaine, pour débattre et commenter l'actualité. Jean-Luc Benamias qui est à Marseille, membre du Conseil économique, social et environnemental. François Coq, enseignant et essayiste. Jérôme Ripoul, communicant, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Emmanuel Macron va-t-il renverser la table? Va-t-il surprendre avec son nouveau gouvernement? Vous savez que c'est le jeu préféré. Oui, c'est Jean Castex, mais enfin, faut pas se leurrer. C'est quand même le président de la République qui avalise les nominations. Donc, les ministres qui devraient partir, on imagine Pénicaud. Peut-être Castaner en même temps fidèle parmi les fidèles. Pardon, Jérôme Ripoul? Oui, Castaner, je pense effectivement que c'est un ministre qui devrait partir. On parle de Belloubet, on parle aussi de... je ne sais pas ce qui va devenir de Madame Borne, mais ça fait partie aussi des inconnus. La porte-parole du gouvernement, peut-être qu'on pourrait changer la porte-parole du gouvernement aussi. Ce qui est très étonnant quand même dans la période, enfin étonnant, non d'ailleurs, ça ne l'est pas du tout, c'est que y a un dégagisme qui s'exprime dans le pays vis-à-vis du gouvernement sans qu'il y ait d'attente qui ressortent vis-à-vis de la nomination du nouveau gouvernement. Moi, j'ai vu un sondage IFOP qui dit que 64% des Français souhaitent que Mme Belloubet parte. Très bien, ils ont raison. 72% des Français souhaitent que Mme Pénicaud s'en aille. Ils ont raison. 73% que M. Castaner dégage. Il ne pouvait pas avoir de meilleure idée. Bon, mais en même temps, il n'y a pas d'aspiration reconstituante, recréatrice, régénératrice, refondatrice dans le pays. Et tout ça n'est pas porté et ne peut pas être porté parce qu'au-delà, vous venez de le dire, Valérie, de la nomination du gouvernement, c'est le chef de l'État qui détient les clés. Et Emmanuel Macron a fixé hier, dans une série de tweets, là un peu à la Donald Trump, c'est son nouveau style apparemment, les priorités du gouvernement. Et je vous lis les 3 priorités qu'il a fixées. Il a d'abord dit la refondation de la protection sociale et de l'environnement. Autrement dit, la question écologique pour lui se réduit à la question de la protection de l'environnement, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte ce qui s'est dit lors des municipales, notamment et surtout lors de la crise du Covid. De même que la refondation de la protection sociale qui passe par le fait de remettre la question des retraites sur la table, c'est pas une grande idée. Il a parlé du rétablissement d'un ordre républicain juste, très bien, et il a parlé, ça marotte, de la défense de la souveraineté européenne. Autrement dit, de soumettre l'indépendance stratégique de la France à Bruxelles et de contourner la souveraineté populaire. Autrement dit, la ligne de M. Macron est exactement la ligne qu'il avait avant. Pourquoi ce changement de gouvernement dans ce cas-là? Je crois qu'on est dans l'approfondissement de la crise et quels que soient celles et ceux qui seront nommés, eh bien, ils ne pourront rien y changer et ils seront toujours confrontés à un hiatus de légitimité vis-à-vis de l'opinion qui ne partage pas ces orientations. Et avec un État très fort, encore une fois.
Sophie? Oui, j'écoute ça. Bon, de toute façon, quoi qu'il fasse, vous n'êtes pas d'accord avec lui, donc c'est déjà flingué. Bah, vous non plus, Sophie. Non, mais moi, j'essaie de voir. D'abord, on vit une complexité terrible aujourd'hui. Tous les sujets sont extrêmement complexes. On voudrait tout et son contraire. On voudrait à la fois fermer un peu les frontières et c'est littéralement impossible. On veut relocaliser pour arrêter de rêver. Pour relocaliser vraiment, une entreprise a besoin de 2-3 ans. Ça a un coût tel qu'en ce moment, on est plutôt en train d'essayer de préserver l'emploi et de garder les gens qui sont là. On a envie de... l'écologie, il faut voir comment on s'y prend. Ça concerne à la fois l'agriculture, les villes, etc. Donc on vit un tournant, je dirais, beaucoup plus important que tout ça, qui fait que, je veux dire, les attentes sont juste impossibles à satisfaire comme ça, d'abord, et en nommant un gouvernement, et il faut absolument que chacun prenne conscience aussi de sa responsabilité individuelle. Moi, je suis fascinée, j'ai très très peur du chômage qu'il va y avoir à la rentrée, de ce qui va se passer. C'est pas un ministre de l'emploi nouveau qui va arranger ça, et quand je vois que les gens ne sont pas encore rentrés au bureau et que ça a été le départ en vacances, excusez-moi, je suis un peu troublée, j'en suis réduite parfois à prendre des taxis juste pour les faire marcher parce que j'ai pitié des fils et des fils qu'il peut y avoir dans la capitale. Non mais c'est vrai. C'est très ancien régime ce propos là, Sophie. Je prends les taxis pour les faire marcher. Eh ben, c'est très ancien régime et j'aimerais bien que quelquevefois les gens soient assez ancien régime pour bosser. Non mais pour Sophie, aider, pour retourner au bureau, pour travailler plus, pour Sophie, se défoncer, pour faire marcher les restos. Non mais parce que on a besoin des... On l'a dit, les économistes vous disent qu'il faut dépenser en ce moment. Non mais Sophie, vous avez raison, mais il y a un point sur le... Jérôme Ripoul. Vous êtes chef d'entreprise, moi aussi, et je crois que et l'un et l'autre, et nos amis aussi, sont volontaristes. C'est-à-dire que quand vous dites on ne peut pas relocaliser d'ici 2 à 3 ans, si, excusez-moi, si on a laissé partir notre industrie, c'est parce qu'on a eu des patrons qui étaient assez stupides pour nous faire penser qu'on allait passer au tout-service, et d'autre part qu'on a eu un État qui était très faible. Là où Castex cite beaucoup De Gaulle, et il a raison, c'est qu'il faut redonner à l'État de la stratégie. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est éviter d'être surpris, éviter de ne pas avoir de vision à 3 ou 5 ans, et donc se dire, bah, écoutez, ok, parfait, les territoires, on redonne de la décentralisation, on redonne de l'initiative aux collectivités, parce que François a raison, il faut renouer du lien avec le local et donc faire en sorte que les gens puissent s'impliquer dans la vie politique active et puis juger nos élus. Mais d'autre part, il faut que l'État aussi il soit capable de dire la ligne, elle est là. Non, la réponse est non. Les plans de relance, mais au nom de quoi? Est-ce que c'est technocrate et ENA seront un plan de relance? Excusez-moi, excusez-moi, Sophie, mais si aujourd'hui vous êtes pour la filière nucléaire, c'est l'État. Ben oui, excusez-moi, c'est l'État gaulliste et l'État avant qui avait notamment avec Mendès France qui a posé les bases de la structure nucléaire. Qui après, mais ces sujets-là, oui. Qui peut après peut poser des questions sur le plan. Et je laisserai Jean-Luc en parler. Mais ce que je veux dire... Peut-être. Voilà, si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État, il a un rôle de stratège à jouer, Sophie. Et qu'à côté des chefs d'entreprise... Sur les vraies missions régaliennes, mais qu'il fasse confiance aussi, le plan de relance. N'oubliez pas que la France est composée de boîtes qui ont moins de 3-4 salariés, la moitié. Et je veux dire que je suis stupéfaite par les carcans qu'on met, les contrôles, le déversement d'un fric colossal. Donc vous comprenez les délocalisations. Et comment il fait? Il y a trop d'États. Il y a trop d'États. Heureusement qu'il était là, l'État, sur le... Oui, ça forcément. Alors, Jean-Luc, laissez parler Jean-Luc Benamias, qu'on n'a pas entendu. Je voudrais qu'on arrête de penser que la souveraineté européenne, telle qu'est l'Union européenne aujourd'hui à 27, peut exister en tant que souveraineté européenne. Ça n'existe pas. Il peut y avoir un certain nombre de pays européens mettant en place une souveraineté à quelques-uns qui fasse qu'on ait par rapport à un certain nombre d'entreprises, par rapport à un certain nombre de modes de production, des choses qui sont mises en commun. Mais à 27, c'est du baratin. Plus personne ne peut croire à ça. Ça n'existe pas. Il faut arrêter, quoi. Et donc, quand je vois le président de la République qui n'arrête pas de dire ça, mais il est soutenu par qui au niveau de l'Union européenne? Par personne. Regardez, le nouveau budget de l'Union européenne, très bien, allez, 1850 milliards sur 6 ou 7 ans, très bien. Il y a 500 milliards de plus que le budget généralement adopté par le Parlement européen et le Conseil européen. Très bien, mais arrêtons, parce que moi je crois que si on parle de souveraineté, d'abord ce terme-là n'est pas terrible. Moi je parle par rapport notamment à l'alimentaire et par rapport à l'agriculture, je parle d'autonomie
autonomie alimentaire, du fait d'être en capacité, en France et dans quelques pays, d'être en autonomie alimentaire sans passer par les accords commerciaux internationaux qui sont tous à revoir, non pas de A à Z, mais de A à W, c'est clair et net. On le sait, Mercosur, tout ce que vous voulez. Oui, pardon. Mais qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau gouvernement? Je crois à ce niveau-là que Emmanuel Macron, qui, je le répète, décide de tout, il n'y aura pas grand-chose qui sera changé. Je pense que M. Castex, à ce niveau-là, est plus terrien, si vous voulez, beaucoup plus ancré dans la vie politique hexagonale. Ça, c'est sûr. Mais pour le reste, est-ce qu'il aura les moyens de... Je ne le crois pas. Attention à ce que Jean Castex ne soit pas un prétexte pour aller au bout de la logique d'Emmanuel Macron, qui est celle de la monarchie présidentielle. On a beaucoup dit que M. Castex, de par ce qu'il est, de par la manière d'où il vient, de par ses mandats précédents, allait être un lien et allait devoir poser une nouvelle étape de décentralisation. Parce que ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, c'est le report des régionales et des départementales après les élections présidentielles. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ce que ça signifie, c'est que l'élection présidentielle ne se contenterait pas de définir en elle-même la définition de l'Assemblée nationale, qui est placée derrière depuis l'inversion du calendrier électoral, mais que les résultats des départementales et des régionales découleraient directement du résultat de l'élection présidentielle si les départementales et les régionales étaient placées après la présidentielle. Autrement dit, l'élection présidentielle définirait à tous les niveaux, dans tout le territoire, la couleur politique et l'orientation politique. C'est un régime, extrêmement pyramidal qui est extrêmement dangereux. Et Madame de Monton, si vous réclamez de l'ancien régime, eh bien nous y reviendrions tout droit. Écoutez, en tout cas, je pense que, ancien régime que je suis, je pense que la Ve République, on a donné, et que ce qui a été épouvantable, c'est le calendrier qui a été inversé et le quinquennat. Donc, parce que les élections se chevauchent, mais ça va, c'est très mauvais, je suis assez pour le changer. C'est ce que vient de dire, François Coq est tout à fait juste. Jérôme François, c'est vrai qu'effectivement ces hypothèses ont été posées. Et si on décalait les élections régionales et autres, je pense qu'il y aurait un vrai problème là. Moi, je vois pas, sauf circonstances sanitaires exceptionnelles, je vois pas comment ils pourraient effectivement tout faire découler de l'élection présidentielle. Mais en même temps, pour revenir sur un sujet que vous avez abordé, la souveraineté, moi je ne sais pas de quelle souveraineté il parle. Est-ce que c'est la souveraineté politique? Est-ce que c'est la souveraineté économique. Et effectivement, Jean-Luc a raison, la souveraineté à 27, ça n'existe pas. Donc peut-être, il y avait quand même dans l'idée de Macron de revenir sur une souveraineté des États fondateurs et de ceux qui étaient les plus impliqués dans l'Europe. Et ça se pose comme question. Hein, non, lui, il parle de souveraineté à Bruxelles, clairement. C'est une délégation. Non, ça je crois pas. Si, j'ai étudié, j'ai écrit un livre sur lui, je vous invite à entendre tous ses discours depuis 3 ans. Il a perdu beaucoup de soutien au niveau européen, M. Macron, par rapport justement aux historiques de l'Union européenne. Il n'a pas réussi à les avoir derrière lui, contrairement à ce qu'il pensait. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On attend la nomination donc du gouvernement, nouveau gouvernement en fin de matinée. Donc ça ne saurait tarder. Donc nous aurons de quoi commenter demain. À suivre André Berkoff qui, à mon avis, va revenir également sur ce sujet. Très bonne journée à vous et à demain.